j'ai 40, 50, 60 ans, j'ai envie d'améliorer mon espérance de vie en bonne santé, je commence par quoi? On vit de plus en plus longtemps. Mais la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'on vit vraiment mieux? L'approche que recherchent justement les spécialistes de la longévité, c'est justement une espérance de vie en bonne santé. Face à ce constat, un mot revient de plus en plus, le biohacking. Il y a des paramètres souvent sous-estimés qui font toute la différence sur le long terme. Donc le stress oxydatif, c'est-à-dire justement ça crée de l'inflammation en rapport avec ce qu'on appelle l'inflammaging, c'est-à-dire que l'inflammation est à l'origine du vieillissement cellulaire. Donc qui dit manque de sommeil, dit justement stress oxydatif, dit inflammation. Et on a justement même une perte de neurones qui s'accumule et qui peut créer justement à un âge avancé tout ce qui est troubles cognitifs, à type de perte de mémoire ou autre. Aujourd'hui, dans Sans Ordonnance, on va parler de longévité, mais surtout de comment bien vieillir. Pour en parler, je reçois le docteur Qassemi, médecin spécialisé en gériatrie et longévité, quelqu'un qui s'intéresse non pas à ajouter des années à la vie, mais à ajouter de la vie aux années. Bienvenue Dr Qassemi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là surtout. Est-ce que vous pouvez, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez brièvement vous présenter? Oui, bien sûr. Donc déjà, merci de m'avoir invité. C'est vraiment une initiative qui me semble très intéressante de pouvoir partager entre confrères, entre collègues, entre différents experts. Voilà, ça m'intéresse énormément. Et en tout cas, voilà, moi je suis Dr Yahya Qassemi, je suis spécialiste en gériatrie et gérontologie et aussi expert en longévité et vieillissement. Juste pour ceux qui savent pas, c'est quoi concrètement la gériatrie? Donc la gériatrie, c'est la discipline qui s'intéresse aux sujets âgés. Donc comme il y a la pédiatrie pour les enfants, il y a la gériatrie pour les sujets âgés. C'est un concept c'est plutôt une spécialité qui est très nouvelle au Maroc et ça commence à évoluer petit à petit. Et à partir de quand on est considéré comme sujet âgé? Il y a beaucoup de définitions, mais en tout cas les sujets gériatriques, c'est à partir de 65 ans et parfois même avant, c'est-à-dire à l'âge de 60 ans, quand le patient ou la personne est polypathologique, ça veut dire qu'elle est suivie pour plusieurs maladies différentes ou des maladies chroniques. Dans cet épisode, on va parler de longévité. Et quand on entend le terme longévité, on pense tout de suite à un autre terme un peu plus hype, qui est le biohacking. Ouais, tout à fait. Vous en pensez quoi? C'est quoi concrètement? Concrètement, le biohacking, c'est comme tu l'as bien expliqué, c'est un concept qui est assez novateur, assez nouveau et qui fait aussi beaucoup tendance. C'est en fait l'approche de pouvoir améliorer ses performances de santé plutôt que soigner, mais c'est plutôt viser la performance en changeant certains modes de vie qui peut être, voilà, c'est do it yourself, c'est ça le concept du biohacking principalement, et en se basant sur des concepts scientifiques, pas toujours médicaux, mais scientifiques. Donc en agissant par exemple sur le mode de vie, tout ce qui est supplémentation et complément, et l'idée c'est d'avoir, on va dire, plus de performances, ou voilà, avoir des performances d'un sujet jeune en étant à un âge assez avancé. Donc en gros, c'est mieux vieillir. Quand c'est médicalisé, oui. Parfois, il y a des dérives qui font qu'on part on va dire dans des extrêmes, mais quand c'est bien fait, ça nous permet justement de bien vieillir. Donc en gros, ça serait de switcher de la théorie qu'on connaît tous de l'espérance de vie, c'est-à-dire la durée de vie moyenne d'un individu, à l'espérance de vie en bonne santé. Oui, c'est un bon terme. Vraiment, c'est ça. En fait, il faut savoir que l'espérance de vie mondiale, elle augmente. Mais l'idée, l'approche que recherchent justement les spécialistes de la longévité, c'est justement une espérance de vie en bonne santé. Donc, par exemple, si on compte vivre, voilà, nos 20 dernières années, voilà, on va vivre par exemple jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc, les 20 dernières années, on ne sait pas comment on va réellement les vivre. L'idée, c'est de pouvoir les vivre en bonne santé, avec justement sans incapacité, surtout, c'est un terme qui est important, et pouvoir les vivre pleinement. D'accord, donc en gros, au lieu de rajouter des années à sa vie, ça serait de rajouter de la vie à ses années. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une belle formulation. Ouais, c'est vraiment un super concept. En gros, en quelques chiffres, c'est quoi l'espérance de vie moyenne, l'espérance de vie moyenne en bonne santé, et comparer en fait plus ou moins le Maroc avec l'étranger, l'Occident, la France, les US. Ouais. Mais c'est justement ça la question. En fait, l'espérance de vie, elle varie selon les pays, selon les régions du monde. Donc ça dépend, est-ce que le pays est développé ou en voie de développement, ou il est justement, ça fait partie des pays du tiers-monde. Donc plus on est dans un pays développé, logiquement, l'espérance de vie est plus importante du fait qu'il y a une meilleure prise en charge médicamenteuse et l'accès aux soins qui est beaucoup plus simple. Donc l'espérance de vie en Europe, elle est bien sûr assez élevée. Donc on est juste environ 83 ans pour la femme et 79 ans pour l'homme. Et au Maroc, on s'en rapproche beaucoup parce que justement le Maroc, il connaît une grosse croissance croissance chez les sujets âgés. Donc voilà, la population, il y a justement un changement de la démographie au Maroc. Donc on a moins de naissances et beaucoup plus de sujets âgés. Donc on parle aussi de la pyramide des âges qui change. Vous avez probablement beaucoup entendu parler de ça. Il y a eu le dernier recensement de 2024 qui montre clairement qu'on a justement une inversion de la pyramide des âges avec moins de naissances et beaucoup plus de sujets âgés au sommet.
Donc on se rapproche beaucoup. Et en ce qui concerne l'espérance de vie en bonne santé, généralement, elle est de 2 à 3 ans par rapport à l'espérance de vie, moins que l'espérance de vie, justement, voilà, l'espérance de vie globale. Ok, parce que moi j'avais lu en France que en gros l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire Incapacité. sans incapacité et tout, c'était 66 ans. Ça dépend. Oui, ça dépend des pays. Mais voilà, justement, plus on a justement l'espérance de vie en bonne santé qui se rapproche de l'espérance de vie moyenne, mieux on va dire que voilà, le vieillissement est réussi. Mais en gros, ça voudrait dire en France que la moyenne des gens vont mourir, par exemple, dans les 80 ans, vers 80 ans, mais que la moyenne des gens vont commencer à présenter des incapacités à partir de 66 ans. Tout à fait. Donc 14 ans de leur vie Tout à fait. en incapacité. Exactement. Et c'est ce qui justement qui pèse beaucoup sur la sécurité sociale et sur le système de santé. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir éviter ça au Maroc, justement en ayant une approche qui, on va dire, préventive. On pourra en discuter par la suite. Donc l'intérêt des check-up, l'intérêt de justement prendre en charge sa santé, l'intérêt de ne pas attendre d'être malade pour partir consulter, et l'intérêt aussi d'avoir une prise en charge gériatrique. Donc c'est l'idée. Parce que justement, si on commence à accumuler des années avec des incapacités qui vont avec, on peut parler de chute, de dénutrition, de perte d'autonomie. Donc on est à la fois, donc le mode de vie, il va être justement, on va dire, un peu défectueux, mais ça impacte aussi la famille et les proches qui aussi Bien sûr. devraient prendre soin de cette personne, et c'est compliqué pour tout le monde. Ouais, je comprends totalement. Mais maintenant, concrètement, j'ai 40, 50, 60 ans, j'ai envie d'améliorer mon espérance de vie en bonne santé. Je commence par quoi? Ben déjà, il faut commencer par avoir on va dire, ce réflexe de penser justement, d'être éduqué dans le sens où, voilà, j'ai 40 ans, 50 ans, et je désire bien vieillir. Déjà, si on arrive à ce stade d'éducation et de conscience, prise de conscience par rapport à son état de santé, c'est déjà une grosse partie qui est jouée. Donc, une fois qu'on est conscient de notre santé et justement de cette vision, de cette volonté de bien vieillir, ben, on s'adresse à un professionnel. Moi, je proposerais plutôt de faire des check-up, qui commenceraient, donc ça, c'est un check-up, c'est un terme qui est assez générique, mais ça commence par une consultation, puis un bilan qui est adapté. Donc, un bilan biologique, qui peut aussi inclure un bilan d'imagerie. Et au final, on finit justement ce check-up par un plan thérapeutique qui va être adapté selon justement les résultats qu'on a pu avoir au cours de la consultation et des bilans. Et concrètement, le plan thérapeutique, c'est quoi les différents axes qui vont guider cette prise en Et charge? donc toujours il faut réfléchir, comme tu as dit, c'est un bon terme, c'est les axes. Donc les axes du bien vieillir, ça serait quoi? Ou plutôt les piliers. Ben, c'est toujours penser mental, physique et aussi côté psychologique et social. Donc quand je dis mental, c'est aussi stimulation cognitive, c'est-à-dire avoir un cerveau qui est justement développé, toujours en activité. On parle aussi de physique, ben, c'est là où intervient tout ce qui est activité physique, nutrition. Dans quelques cas, si justement on détecte une pathologie X, ben, il faut justement la prendre en charge. Et le côté, on va dire, social et psychologique, ben, avoir justement une vie épanouie, justement lutter contre tout ce qui est facteur de stress et essayer de bien combiner entre ces différents piliers. On va rentrer là-dedans dans le détail après. La question que j'ai, et en fait c'est une source d'inspiration, c'est ce qu'on appelle les blue zones ou zones bleues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr, ben c'est justement, ça regroupe justement ce principe, c'est vraiment une sorte d'expérience ciel ouvert de comment bien vieillir. Les zones bleues, en fait, c'est des zones qui sont un peu éparpillées partout dans le monde, où se trouve le plus grand nombre de centenaires. On peut parler principalement de la zone la plus populaire, c'est la zone d'Okinawa au Japon, donc qui regroupe vraiment beaucoup de centenaires. C'est un village de pêcheurs qui a été vraiment, qui a attiré le regard dans le sens où ça regroupait vraiment une concentration de centenaires incroyable. Donc la plupart des sujets qui sont présents là-bas, ils ont entre 90 ans et plus. Donc voilà. Et l'idée c'est quoi? Donc ils ont essayé de comparer, les scientifiques ont essayé de faire une étude sur ces différentes zones bleues, c'est quoi les points en commun? Et les points communs, donc ils ont clairement montré qu'il y avait des similitudes entre ces différentes zones bleues, à savoir une vie active déjà, c'est-à-dire que les personnes, ils connaissent pas c'est quoi la retraite, c'est-à-dire qu'ils ont certes une retraite professionnelle, mais ils n'arrêtent pas d'avoir une activité. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours en activité. Soit ils s'occupent de leur potager, ils commencent à faire des activités, on va dire, en groupe, partir faire de la pêche, autre chose. En tout cas, ils ont toujours un but pour se réveiller le lendemain. Ça, c'est très très important. Et dans notre société moderne, on a cette tendance d'avoir cette retraite professionnelle qui clôture notre vie. Et on se retrouve on passe d'un mode de vie super actif à un mode de vie hyper sédentaire où il y a zéro stimulation cognitive, zéro activité physique, zéro interaction sociale. Et ça c'est vraiment un volet qui est très très important sur lequel il faut travailler. Il y a aussi le côté alimentaire, bien sûr, on pourra pas le nier. Donc c'est généralement une alimentation qui est très diversifiée, qui est variée,
Donc aussi qui est riche en oligo-éléments, oméga 3, de légumes, de fruits. Ils mangent pas beaucoup, donc C'est hyper important. c'est important, voilà, parce qu'on pourra en parler par la suite. Un des principes de biohacking, c'est justement la restriction calorique. On peut en parler par la suite, tout ce qui est autophagie aussi. On peut en discuter, tout ce qui est jeûne et autophagie. Si tu veux, on peut en parler Bien tout sûr. à l'heure. Moi, il y a une stat qui m'a choqué. C'est au Maroc, dans les années 60, juste après l'indépendance, la moyenne de consommation calorique quotidienne des gens était d'environ 2400 calories. Aujourd'hui, il y a une étude qui vient d'être faite qui a montré que cette moyenne, aujourd'hui, pour toute la population marocaine, ça inclut les enfants, ça inclut les femmes, ça inclut tout le monde, était de 3600 calories. Oui, quand même. Ouais. Sachant qu'un sujet moyen, normalement, une femme, c'est entre 1800 et 2200. J'avais pas les chiffres, mais oui, C'est impressionnant. Ouais, on observe ça clairement. Ben, justement, là, il y a beaucoup plus d'obèses, de personnes qui sont obèses, beaucoup plus de personnes qui sont en surpoids. Donc, Et toutes les maladies qui en toutes découlent. les maladies qui vont avec, à savoir le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, qui ont une forte corrélation avec le surpoids. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de la nutrition. Ouais. C'est un volet qui est très, très important. Donc l'activité sportive, la nutrition, mais L'activité déjà en général, l'activité, actif, oui. d'une manière sociale, ça c'est important. L'activité physique, donc pas forcément sportif, donc oui, voilà. plus la marche, Exactement. cultiver un Ne pas être potager. sédentaire justement, ça. voilà, être actif dans sa journée. Et la nutrition, c'est un volet qui est très très important. Les interactions sociales. Voilà, je finis sur ça parce que c'est un des principes de la gériatrie justement, c'est la solitude et l'isolement social. Il y a beaucoup d'études qui ont corrélé justement une mortalité prématurée chez les personnes âgées qui sont isolées socialement. Au Maroc, on pense on se dit comme quoi, voilà, on est une culture, on a notre culture, on est toujours en famille, on est toujours regroupé, donc il n'y a pas d'isolement chez le sujet âgé. Alhamdoulilah, on n'a pas de maison de retraite. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, ça c'est notre question. Voilà. Les EHPAD. On n'a pas d'EHPAD et voilà. Mais ça reste, il faut savoir que malheureusement, la réalité est très différente. Même si on n'a pas tout ça, même si on a justement cette structure familiale qui est assez solide, qui commence à quand même se détériorer, on a beaucoup d'isolement social. Il faut savoir que l'isolement, c'est pas seulement un isolement physique, mais aussi un isolement qui peut être dû à une incapacité sensorielle, par exemple, qui est justement là. Beaucoup de sujets âgés, je suis sûr que beaucoup de gens vont relater ça, qui entendent mal, et ils se retrouvent, et toute la famille est regroupée, et la personne concernée, elle est isolée parce qu'elle n'entend pas, elle n'interagit pas. Et ce manque d'interaction sociale, ben, il va conduire aussi à un déclin cognitif, à savoir justement qui va se manifester par des pertes de mémoire qu'on va associer à la maladie d'Alzheimer. Voilà, on va dire qui n'est pas réellement diagnostiqué, mais voilà, c'est des démences à type de troubles cognitifs, de troubles de mémoire. Et on a aussi les sujets âgés qui sont un peu mis de côté dans le sens où à chaque fois il y a justement un repas en famille, etc. Ils sont mis de côté parce qu'ils ont un régime spécial. J'en profite pour véhiculer un message, on va plutôt corriger un message qui est, on va dire, un peu très faux, pour ne pas mettre, voilà. Dis les termes. Exactement, tout à fait. Ben, c'est justement, il faut jamais instaurer un régime restrictif chez un sujet âgé. Ça, c'est ça. Il faut jamais mettre un régime restrictif. C'est-à-dire, pas de sel, pas de sucre, tout ça, c'est faux. Donc voilà, toutes les études sont claires par rapport à ça. Pas de régime restrictif chez le sujet âgé. On fait un rééquilibrage alimentaire et justement, on favorise la prise alimentaire. Au contraire. Parce que si on pèse la balance bénéfice-risque entre régime restrictif et dénutrition, clairement, la dénutrition, elle pèse beaucoup plus. Ouais. Qui dit dénutrition, dit sarcopénie. Qui dit sarcopénie, on va dire trop perte de l'autonomie, chute et tout ce qui est cascade gériatrique. On reviendra sur ce terme sarcopénie, c'est hyper intéressant. Ouais. En gros, vous pouvez juste expliquer. Sarcopénie, c'est la perte musculaire. Et si tu veux, tout à l'heure, on va en discuter davantage. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, l'isolement social, c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment s'appuyer parce que, justement, en fait, les zones bleues, l'un des grands avantages, c'est qu'ils ont tous montré que ça soit au Japon, en Grèce, au Costa Rica ou ailleurs, les chercheurs ont clairement montré que ces personnes avaient une vie sociale bien remplie. Ils avaient des rendez-vous avec leurs amis, ils avaient juste des clubs de musique, des clubs beaucoup de choses comme ça. Ils avaient une vie sociale vraiment qui était bien garnie. C'est-à-dire qu'ils passaient pas la journée sans voir au moins 5-6 personnes pendant la journée. Et ça, c'est très, très important. Donc voilà les différents piliers. Donc, c'est l'activité, avoir une vie active, activité physique, activité sociale, une nutrition bien équilibrée. Ça, on peut en discuter en détail, mais c'est pas une recette magique. C'est des choses, voilà. Donc le régime alimentaire au Japon est très différent de celui au niveau de la Méditerranée, mais quand même, ils ont justement le point commun qui est d'avoir qui ont bien vieilli justement. Donc il faut pas chercher des aliments miracles, mais plutôt avoir on va dire une nutrition qui est bien équilibrée. Et ça, on peut s'adresser à un professionnel pour avoir des conseils clairs
Et on se perd parfois sur Instagram et sur TikTok avec tout ce qui est régime C'est miracle, clair. tout ce qui est justement jeûne intermittent, des choses comme ça. Il faut faire attention, prendre ça avec des pincettes. Tu peux clarifier, c'est quoi le jeûne intermittent? Tout à l'heure, tu as parlé d'autophagie. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Même si il faudrait être suivi pour le faire dans les règles de l'art, mais globalement, c'est quoi? Ben, en fait, beaucoup de recherches ont clairement montré que le jeûne était très bénéfique pour la santé. Donc, alhamdoulilah, pour les cultures, donc notre culture marocaine et islamique, on a la chance de pouvoir jeûner, etc. Donc, le jeûne a clairement montré, les chercheurs ont clairement montré que le jeûne avait des bénéfices très intéressants, qui a été un des bénéfices les plus importants qui a été découvert très récemment par un chercheur japonais, c'est l'autophagie. Qu'est-ce que ça veut dire l'autophagie? C'est le corps commence à consommer ses propres cellules. Et il commence par les cellules les plus faibles, qui sont justement les cellules défectueuses, à savoir aussi les cellules cancéreuses. Donc le jeûne, si je ne dis pas de bêtises, c'est à partir de 16 heures consécutives, on commence à avoir ce phénomène d'autophagie. Voilà. On parle aussi de jeûne intermittent, donc c'était quelque chose qui était très tendance ces dernières années. Donc c'est justement des périodes de jeûne, comme son nom l'indique, intermittent, donc c'est des périodes de jeûne ou des périodes de restriction, on va dire, alimentaire. Ce régime a été utilisé principalement pour la perte de poids. Mais il n'y a pas eu vraiment d'études claires qui montrent l'importance de ce régime intermittent dans la longévité ou plutôt dans l'autophagie. En tout cas, le jeûne, plus de 16 heures, ça montre des bénéfices intéressants. Et est-ce que c'est jeûne comme pendant Ramadan, pas de nourriture, pas d'eau, où on peut boire et c'est vraiment pas de solide, quoi? En fait, il y avait beaucoup de protocoles, mais c'est principalement l'apport calorique. Donc, on parle toujours d'apport calorique. Donc, pour pouvoir justement apporter cette belle habitude dans notre vie, ben, on peut soit justement partir sur on va dire une restriction calorique, donc sans partir dans le jeûne, soit avoir des périodes de jeûne régulièrement, hebdomadaires ou mensuelles. Et D'accord? quand tu dis restriction calorique, c'est-à-dire que la quantité totale de calories consommées est inférieure à un certain chiffre, ou bien c'est pendant une certaine période de la journée, on mange rien. En fait, ça serait plutôt une restriction calorique par rapport à justement le chiffre global. Donc, on a ce qu'on appelle le besoin de base, le besoin basal. Donc, il faut justement calculer ça selon le métabolisme de chacun. Donc, chacun a un besoin précis. Ben, il faut pas trop s'éloigner, pas trop être inférieur. Bon, bref, si on arrive vraiment à être à la juste valeur du métabolisme de base, ça peut être intéressant. Et par exemple, quelqu'un comme toi, c'est quoi son métabolisme de base? Ben, dans mon cas, moi, je suis à environ 2600 calories. Donc, parce que ça dépend de la taille, ça dépend de l'âge, ça peut C'est dépendre du énorme, poids. 2600. Oui, ça dépend de chacun et ça dépend aussi de l'activité de chacun. C'est-à-dire que si on a une activité sportive, une activité physique qui est justement de forte intensité, ben notre métabolisme de base il est différent. Ça dépend vraiment de chacun. Parce que quand on pense restriction calorique, moi, ça me rappelle les régimes où on mange 1200 calories et on a encore hyper faim. Enfin, pas que je les ai fait, mais les patients qui... Oui, oui, il y en a beaucoup qui... Et justement, ça ne dure pas. Donc l'idée, c'est d'avoir une habitude qui dure. Si on se met à s'amuser à faire des régimes qui sont hyper contraignants, ça va pas durer. Et Ouais, le c'est but, clair. c'est justement de notre corps doit s'habituer à des habitudes, on va dire, qui vont être voilà perpétuables, qui vont permettre d'avoir des résultats sur du long terme. On vise du long terme, donc il faut mettre en place des choses qui durent. Il y a une habitude que tout le monde a pris sur les réseaux qui est vraiment un phénomène viral, c'est le truc des 10 000 pas. Est-ce que vraiment ça change quelque chose de faire 10 000 pas par jour? Est-ce que quelqu'un qui va, je sais pas, qui fait une séance de sport, de cardio, mais qui ne marche pas, est-ce que ça a un impact plus ou moins bon que les 10 000 pas? T'en penses quoi? J'ai pas d'informations très claires par rapport au chiffre 10 000 pas en particulier, mais on sait très bien qu'avoir une activité physique régulière, donc je dis activité physique pour ne pas partir dans on va dire le concept d'activité sportive. Il faut vraiment distinguer entre activité physique et activité sportive. On n'est pas obligé de faire du sport, mais au moins d'avoir de l'activité physique. D'accord? 10 000 pas, sincèrement, j'ai pas de réponse hyper claire par rapport au nombre de 10 000 pas. Mais en tout cas, avoir de l'activité supérieure à 30 minutes par jour, physique, c'est-à-dire hors tout ce qui est travail, tout ce qui est justement, on va dire, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je travaille beaucoup, je me déplace, etc. Mais ça, c'est dans le cadre du travail. Le fait de se mettre dans le mindset, je vais faire justement de l'activité pour mon bien, ça, c'est déjà aussi, on se met on va dire, dans une ambiance bienveillante pour prendre soin de soi. Et ça, c'est important. Et c'est les 30 minutes par jour, c'est les 150 minutes par semaine qui recommandent en zone 2. Exactement, tout à fait. En gros, les zones, c'est l'entraînement en zone 2, c'est en fonction de la fréquence cardiaque. Ok. Et bien sûr, la fréquence max de chacun, elle varie en fonction de l'âge. Généralement, on dit qu'il faut pas dépasser 220 moins l'âge, et il Ok. faut pas dépasser 80% de cette valeur. Ok. Donc globalement, moi j'ai 26 ans, 220 moins 26 ça fait 194. Globalement, théoriquement, je devrais pas dépasser 170 battements par minute. Parfait. Il se trouve que si je fais un sprint de fou, je vais dépasser 180 battements par minute, je vais être à 180, je pense. Mais globalement, ça, c'est ma zone 5. Et D'accord. ensuite, tu as 4, 3, 2, 1. Et la zone 2,
En fait, c'est une zone de basse intensité, mais qui est quand même cardio. Donc, globalement, pour moi, ça se trouve dans les à peu près 120 battements par minute. C'est la zone que je vais atteindre si je marche sur une pente un peu inclinée. C'est pour ça que c'est hyper à la mode de marcher en pente. Ok. Et donc, ils ont montré qu'il y avait un vrai bénéfice à en fait rester plusieurs dizaines de minutes, voire heures dans cette zone. Et donc, il y a des sportifs pour augmenter leur VO2 max, qui est un Ok, concept. ouais, voilà, ouais, ça c'est important. Ça te parle, ça te parle plus. Bah, la VO2 max, pour l'augmenter, ils font de l'exercice qui est aérobie, donc genre, on peut respirer pendant l'exercice, c'est pas comme un sprint. Ouais. Et en gros, ça permet ils ont montré de vrais bénéfices dessus, en gros. C'est très bien à savoir, merci pour l'info. Et il y a un truc, on parle tout à l'heure, tu as parlé du côté social, Ouais. du côté activité physique, donc pas forcément sportive mais physique, et du côté nutrition. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut améliorer qui ont un impact significatif sur la longévité, comme le sommeil, le stress? Est-ce que ça joue vraiment? Est-ce que les études montrent que ça Oui, a un impact? Oui, c'est clair que ça joue énormément, ça pèse beaucoup sur la balance. Et si on veut parler principalement du sommeil, ben il faut aussi savoir qu'il n'y a pas, on va dire, d'heures précises par rapport au justement nombre d'heures précises de sommeil. On parle beaucoup de 8 heures de sommeil, mais ça dépend et ça varie d'un individu à l'autre. Il y a aussi en termes de besoins, moi je reçois beaucoup de sujets âgés qui ont justement, on va dire, une diminution de nombre d'heures de sommeil. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, parce que finalement le patient ou la personne qui vient me consulter se réveille en forme, en pleine forme. Donc pourquoi partir traiter justement on va dire ce manque d'heures, soi-disant manque de sommeil, alors que le patient ne se plaint pas de fatigue ou de somnolence pendant la journée. Mais au bout de combien d'heures on sait on a passé une bonne nuit? Par exemple, moi, je me réveille constamment avec un réveil. Ouais. Donc je sais jamais quand est-ce que j'ai assez dormi. Je peux dormir 10 heures, me réveiller, me sentir quand même un peu fatigué. Voilà, moi j'ai envie de rebondir sur cette question, c'est de dire que c'est pas en fait en termes d'heures, c'est pas en termes de C'est quantité, la qualité. c'est la qualité, et la qualité dépend aussi du timing, du bon timing. Il faut vraiment sur ce qu'on appelle le cycle nictéméral, qui est en rapport avec justement le coucher et le lever du soleil. C'est-à-dire que dès qu'il y a le coucher du soleil, ben notre cerveau, il y a une glande dans notre cerveau qui se synchronise avec le nombre passé on va dire en obscurité. La glande Et- pinéale, Exactement. la tout à fait. mélatonine Tout à fait, voilà. et l'éveil. Exactement. Exactement. La supplémentation en mélatonine, c'est très très utile pour équilibrer justement ces problèmes de sommeil. On pourra en parler tout à l'heure. Et pour revenir rapidement, c'est juste qu'il faut dormir au bon moment, c'est-à-dire ne pas trop tarder, donc pour avoir un sommeil réparateur. On entend toujours parler de ce sommeil réparateur, mais c'est pas question de durée, mais question de vraiment timing. Il faut savoir gérer ça. Et c'est quoi le meilleur timing? Ben, le meilleur timing déjà, si on veut mettre un chiffre pour avoir des repères, c'est toujours avant minuit. Parce que c'est généralement le coucher du soleil, ben on est déjà à 3-4, ça dépend justement si c'est l'été ou pas. Mais déjà avant minuit, c'est un bon repère de partir vraiment vers 10h, 11h. Et le réveil, c'est généralement avant le lever du soleil. Donc normalement, il faut que notre corps, on va dire, pas s'habitue, mais plutôt se synchronise à le lever du soleil. On passe de l'obscurité à la lumière. Donc c'est à peu près l'heure de Fajr. Donc voilà. D'accord, donc globalement, on peut faire une très bonne nuit de 6 heures qui durerait par exemple de 10 heures à 4 heures du matin et se sentir mieux que si on dormait 10 heures de 2 heures du mat à Oui, midi. pour certaines personnes. Donc 6 heures, je dirais pas vraiment 6 heures pas pour tout le monde, mais voilà, c'est question de timing et vraiment d'intervalle de sommeil. J'ai envie de juste rebondir rapidement sur le trouble de sommeil, tout ce qui est justement un manque de sommeil et l'impact sur le vieillissement. C'est très très important parce qu'il faut savoir que le sommeil, justement, le manque de sommeil crée une sorte de stress oxydatif. Donc le stress oxydatif, fait. c'est-à-dire justement ça crée de l'inflammation, et qui dit inflammation dit vieillissement. D'accord? L'inflammation, c'est un concept qui est très important. Je pense on aura l'occasion d'en parler en rapport avec ce qu'on appelle l'inflammaging, c'est-à-dire que l'inflammation est à l'origine du vieillissement cellulaire. Les cellules vieillissent à cause de l'inflammation. Donc, qui dit manque de sommeil, dit justement stress oxydatif, dit inflammation. Et on a justement même une perte de neurones qui s'accumule et qui peut créer justement à un âge avancé tout ce qui est troubles cognitifs, un type de perte de mémoire ou autre. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour montrer à quel point le sommeil, c'est très important pour bien vieillir. Inflammaging, j'avais jamais entendu, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, c'est un peu, ça explique la différence entre l'âge biologique et l'âge chronologique, quoi. Tout à fait. Ben, en fait, l'inflammation, c'est vraiment un pilier très important du vieillissement, parce que les cascades tout ce qui est en fait stress oxydatif provoque, comme j'ai dit, de l'inflammation, et l'inflammation, vraiment, elle fait que les cellules vieillissent beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, plus une cellule est détériorée, plus elle va être détruite. Et il y aura ce qu'on appelle des divisions cellulaires.
Bien pour sûr. justement remplacer les cellules qui sont anciennes. Et plus il y a de division cellulaire, il y a ce qu'on appelle les télomères. C'est une partie de notre À la fin de ADN, l'ADN. voilà, qui commence à se briser à chaque fois. Et il faut savoir que ce télomère n'est pas infini, c'est-à-dire qu'il a voilà, une sorte de longueur qui ne peut pas dépasser. Par conséquent, une fois, il y a eu beaucoup de divisions répétitives, ben on commence à vieillir, tout simplement. Et il y a justement des process qui peuvent reverse ce processus justement, avec un allongement de télomère. C'est le but des recherches en longévité. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent régler ça, mais c'est compliqué. En tout cas, il faut retenir que l'inflammation tue les cellules, et si les cellules meurent, elles doivent être remplacées, et ça crée des divisions qui font que l'organisme vieillisse. Et les recherches aujourd'hui, il y a quoi qui est pas compliqué? Il y a des molécules qui existent. C'est les molécules sénologiques, donc on parle de ces sénolytiques plutôt. Donc ces molécules sénolytiques, c'est toujours en phase de test. Il n'y a pas vraiment d'études qui sont médicalement approuvées pour justement le grand public, en tout cas à ma connaissance, mais ça va pas tarder parce qu'on parle maintenant de médecine 3.0 pour revenir à tout ce qui est biohacking. C'est une médecine qui justement ne vise pas à seulement soigner ou à réparer, mais plutôt à augmenter de la performance. C'est-à-dire que on cherche à avoir les performances voilà, on va chercher à augmenter les performances de notre organisme. Et concrètement, c'est d'être justement se sentir jeune, même dans un âge avancé. Un peu comme les milliardaires comme Brian Johnson qui cherche qui a fait le buzz, tout à fait. qui fait le buzz et en gros il a 50 ans mais son corps soi-disant aurait 40 ans Ouais. donc il a les performances de quelqu'un de 40 ans à l'âge de 50 C'est ça. ans. Bah, c'est justement c'est la science de la longévité, c'est le biohacking qui est un peu poussé un peu aux extrêmes, mais on peut faire des choses vraiment à notre échelle qui sont vraiment très très simples, très basiques. Voilà, on pourrait commencer comme on l'a précédemment évoqué, commencer par un check-up pour savoir où on en est, parce qu'on peut pas justement traiter ou arranger des choses alors qu'on sait pas où on en est déjà actuellement. Prévenir des maladies, déjà le fait de prévenir, ça c'est très important. الوقاية خير من العلاج. Exactement. Moi, tu m'as parlé de, ça serait quoi les actions qui seront à fort potentiel? Ben déjà le fait de connaître, de savoir qu'on est, on va dire, exposé à une maladie chronique et pouvoir la prendre en charge à temps avant qu'elle fasse des dégâts ailleurs, ça c'est déjà quelque chose de très 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 important. Parce que le fait d'avoir des maladies chroniques, ben c'est clairement quelque chose qui n'est pas en faveur d'un vieillissement en bonne santé, tout simplement. C'est clair. Et dans les check-ups, donc par exemple le check-up biologique, pour avoir un test concret, c'est quoi le panel biologique classique Ben on que peut tu fais? partir sur vraiment beaucoup de choses, ça dépend de la consultation initiale qui est faite. Donc au cours de la consultation, déjà on essaie on va dire d'avoir un profil du patient, savoir ses antécédents, connaître aussi son profil familial, s'il y a justement des maladies chroniques dans la famille, et en fonction on va s'orienter, mais après il y a des bilans standards, donc on va bien sûr voir tout ce qui est bilan hépatique, bilan rénal, partir sur un bilan hormonal, doser certaines vitamines essentielles comme la vitamine D, etc. Voir aussi s'il y a des carences qu'on pourrait justement supplémenter. Et voilà, voir l'état inflammatoire de la personne. Et après, au cas par cas, on pourrait approfondir davantage, partir sur tout ce qui est homocystéine, l'indice de HOMA, partir de tout ce qui est justement L'indice de HOMA, ça a été très critiqué récemment. très critique. Oui, Parce que l'indice de HOMA, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est un indice qui permet de montrer la résistance à l'insuline. tout à fait. Et il se trouve que récemment, il a été critiqué parce qu'en fait, il est élevé chez plein de personnes, même qui seraient plus ou moins résistantes. Si elles le sont, bon, c'est super, ça le montre, mais si elles le sont pas, en fait, ils ont montré que c'était pas hyper spécifique. C'est pas hyper spécifique, mais c'est pas très étonnant que ça soit très fréquent, parce que comme tu l'as clairement dit, on a justement une augmentation des apports caloriques Ouais, qui ne peut que créer une insulino-résistance. Donc ça ne veut rien dire. Enfin, pour moi, sincèrement, ça reste à confirmer, mais l'indice de HOMA reste quand même un indicateur intéressant à vérifier. Et en gros, par exemple, pour ce qui est résistance à l'insuline, dans le bilan, tu fais glycémie à jeun, HbA1c, donc hémoglobine glyquée, indice de Exactement. HOMA. L'insulinémie aussi, donc ça pourrait être intéressant pour voir aussi la corrélation avec l'insuline. Et voilà, déjà, c'est un indicateur qui est très intéressant, parce que on pourrait justement dépister des prédiabètes, et aussi travailler sur, parce que l'insulino-résistance, c'est pour expliquer, c'est en fait les cellules deviennent résistantes à l'action de l'insuline. L'action de l'insuline a pour but, justement l'insuline a pour but de faire rentrer du glucose dans la cellule, ce qui fait que le glucose n'est pas consommé et il augmente dans le sang, qui peut causer du diabète et prédiabète, etc. D'accord? Et ce glucose qui est en forte concentration dans le sang, ben, il provoque des troubles métaboliques. Il y a des troubles hormonaux chez la femme ménopausée aussi, qui a justement des conséquences autres, le vieillissement de la peau, et aussi le glucose, il faut savoir qu'il y a une grosse corrélation avec l'inflammation. Donc c'est pour ça, il faut vraiment éviter la prise de sucre ajouté. Ça, c'est quelque chose moi, je pourrais encourager les restrictions, ça serait la restriction en termes de sucre.
Par contre, tout ce qui est sel et tout, c'est pas préventif, c'est en thérapeutique si on a une hypertension. Autrement, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, aussi le sucre, c'est quelque chose qui est très très important à savoir, c'est que ça crée ce qu'on appelle la glycation. Donc, on a justement on a parfois même des dépôts au niveau des yeux, on a aussi des dépôts au niveau du cerveau, et ça crée justement des problèmes comme des troubles cognitifs. Je reviens toujours à tout ce qui est pathologie gériatrique parce que c'est justement la finalité qu'on veut prévenir et qu'on veut bien justement bien prendre en charge. Et en parlant du bien-être cognitif, aujourd'hui, les troubles d'attention sont de plus en plus importants. L'attention span des personnes se raccourcit. Les vidéos sont devenues de plus en plus addictives et courtes. Et on commence à déléguer nos besoins, enfin nos tâches cognitives à l'IA. Tout à fait. Ça fait quoi tout ça en fait sur le cerveau? Est-ce qu'on vieillit moins bien que les personnes qui n'avaient pas accès à tout ça en termes de bien-être cognitif? Ben, je pense que donc là, pour le moment, on n'a pas encore assez de recul, mais déjà par rapport à ma propre expérience, ben, je reçois actuellement des patients âgés qui ont des smartphones et qui ont vraiment connu un déclin cognitif important juste à partir de l'introduction du smartphone dans leur quotidien. Parce qu'ils se retrouvent à être justement, il faut savoir distinguer entre perte de mémoire et inattention. Parce que l'inattention, elle est justement pas très souvent à l'origine de ces oublis. Donc c'est pas toujours dû à un trouble cognitif. Donc je reçois beaucoup de patients, donc les proches, ils se plaignent de justement des oublis, ils oublient ses médicaments, les clés, ses vêtements, etc., des choses comme ça. Et finalement, quand je demande, ben je me retrouve avec un patient qui est constamment sur son smartphone alors qu'il a 75 ans ou plus. Et finalement, ben il fait pas attention à ce qu'il fait, tout simplement. C'est quelque chose qui est dérangeant, mais on a clairement, donc moi je pense que même mes collègues peuvent rapporter ça, c'est que à partir de l'introduction des smartphones, la vitesse de déclin est très importante, on va dire de perte, mais d'oubli. Donc la phrase learning is what keeps you young, tu la valides totalement? Oui, bien sûr. Ben je le dis toujours à mes patients, c'est le cerveau, c'est comme un muscle, il faut entraîner. Donc il y a un mécanisme de plasticité cérébrale qui fait que tout ce qui est neurones justement qui ne sont pas fonctionnels, ben elles sont détruites et vice versa, on a de nouveaux chemins qui sont installés quand on commence à stimuler. Donc, par exemple, quand je reçois des patients qui ont des troubles cognitifs, ben, ce que je propose principalement, c'est pas tout ce qui est approche médicamenteuse, mais c'est une approche de neurostimulation, donc stimulation neurocognitive. C'est vraiment l'approche qui permet de préserver préserver les cognitions actuelles et aussi pouvoir les améliorer. Ce qui fait que, voilà, c'est clairement montré et démontré que la stimulation est faite d'être vraiment très actif du point de vue, on va dire, intellectuel, ben, favorise un vieillissement cognitif en bonne santé. C'est comme les personnes qui récupèrent après des AVC, Tout à grâce fait. à la plasticité cérébrale, Ouais. ou qui apprennent à utiliser leur main qui est non dominante. Ouais. Ouais, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Ouais, il y a aussi une corrélation intéressante entre les maladies d'Alzheimer ou les maladies justement apparentées à Alzheimer, tout ce qui est trouble, on va dire perte de mémoire, et l'état d'éducation, on va dire voilà. Les études ont montré que les personnes qui avaient un accès à une éducation voilà, on va dire d'un Plus certain poussé, niveau plus ouais. poussé. Donc on peut parler de médecine, d'avocat ou plutôt même de cadre dans des entreprises. Ben ils ont justement il y a on va dire moins de personnes atteintes de troubles De cognitifs déclin, ouais. que chez les personnes qui ne sont pas, par exemple, qui n'ont pas eu d'activité professionnelle pendant longtemps ou qui n'ont pas eu accès à une certaine éducation. Donc ça prouve clairement que le fait d'avoir aussi des réserves, des réserves en fait cognitives, c'est très important aussi. Et se sentir bien dans sa peau et dans sa tête, c'est extrêmement important. Tout à fait. Mais il y a des check-ups qui sont, enfin c'est plutôt des tests qui sont objectifs, qui permettent de, en gros, donner l'âge biologique des personnes. Enfin, plus ou moins, on va dire. Tu proposes quoi comme test? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais de manière systématique? Est-ce que c'est une batterie de tests avec les questionnaires, etc., qui te permet de déterminer quelque chose? Ça dépend. Donc, on a aussi ce qu'on appelle des outils de screening pour dépister les troubles cognitifs. Donc, ça, c'est autre trouble aussi. Mais sinon, pour tout ce qui est pour justement pouvoir, on va dire, donner un âge biologique, ben, il y a des batteries de tests principalement sur l'état cardiovasculaire, comme l'épreuve des fois la VO2 max que tu as évoqué tout à l'heure. Et après, on peut corréler certains résultats biologiques par rapport à une moyenne d'âge. Et à partir de là, on peut justement avoir une estimation de l'âge biologique. Il y a aussi des tests qui sont extrêmement importants, que beaucoup de gens connaissent, qui sont des tests d'imagerie. Oui, tout à fait. Ça, c'est mon Ouais. domaine. Mais donc, tout le monde connaît Mammo, Echo pour le bilan Ouais, sénologique, tout à fait. dépistage chez la femme, Octobre Rose. Mais il y a plein de tests qu'on ne fait pas, comme là, récemment, il y a une étude de la US Preventive Task Force qui a montré que l'intérêt pour la mortalité des fumeurs Mhm. de faire des scanners faiblement irradiants des Ok. poumons
pour dépister le cancer du poumon. Bah, c'est justement un test qu'on propose aussi, TDM justement un scanner faiblement dosé. Donc ça permet aussi d'avoir aussi des indications sur le tout ce qui est, on va dire, parenchymateux, tout ce qui est voilà, C'est clair. pas seulement les poumons. Donc, Mais ouais, dans les poumons, ça diminue la mortalité par cancer de 25%. ouais, Enfin, c'est c'est énorme. Mais il y en a plein d'autres. Il y a le PSA et le toucher rectal pour la prostate. tout à fait. On peut aussi faire des IRM, même si ça, c'est pas encore dans les Ouais. recommandations officielles. Il y a, ouais, non, il y a plein de tests à faire. Et Franchement, surtout que c'est remboursé maintenant. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. c'est remboursé par l'assurance maladie? Certains bilans, comme les bilans biologiques ou aussi les bilans d'imagerie voilà, que vous faites, ben, ils sont remboursés À titre préventif, au Maroc, c'est remboursé, parce que moi, je sais que c'est, si c'est adressé par un médecin, ben oui, ça va être remboursé. mais parce que c'est adressé, mais Voilà. par exemple, il n'y a pas de remboursement de la mammographie en prévention, c'est juste le médecin fait l'ordonnance et c'est remboursé, mais Oui, voilà. Mais voilà, pour prendre sa propre initiative, non, mais ça doit être fait par un médecin. Donc c'est toujours qu'il faut commencer par une consultation. Ben, justement pour pouvoir guidé. diriger vers les bons examens à faire. Sinon, il y aura justement des dérives et ça serait inutile pour le patient et aussi pour voilà, pour la sécurité sociale ou les assurances. Et parfois, les gens, ils ont soit pas le temps de faire ce genre de test, soit ils ont peur des résultats, ils ont peur de découvrir quelque chose. Est-ce qu'il y a des tests que les gens peuvent faire chez eux tout seuls ou des signes qu'ils peuvent regarder ou voir tout seuls chez eux, qui seraient déterminants pour prévenir des maladies? Oui, ben en fait, il y a en fait, dans certains cas, par exemple, si on parle de tout ce qui est cancéreux, ben on a par exemple on a tout ce qui est justement en rapport avec le cancer du côlon et tout ce qui est ben, justement cancer au niveau digestif, ben tout ce qui est voilà, si on arrive à retrouver du sang dans les selles, il y a même des examens qui se vendent à la pharmacie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut justement dépister à la maison et facilement. Il faut être aussi attentif à son état de santé, s'il y a une dégradation, si on a une perte de poids qui est brusque, avec de la fatigue qui est brusque aussi, ça peut voilà, être une sorte de signe d'alarme. Il y a aussi, ben, chez l'homme, tout ce qui est trouble urinaire. Donc, si c'est quelque chose, généralement, c'est bénin. Mais il faut partir justement quand même consulter pour voir si ce n'est pas malin. Chez la femme, tu as parlé aussi de cancer du sein. Donc, tout ce qui est prévention, ben, la palpation, il y a des nodules et des choses, voilà, qui sont un peu anormaux, ben, ça peut être toujours bénin, mais c'est bien de savoir ce qu'il en est. Tant que c'est au démarrage, c'est toujours mieux que de savoir ça quand quand c'est trop tard. La chose, c'est que les personnes, enfin, en tout cas, de mon expérience, ce que je vois, c'est que les personnes ont peur de ce qu'on va leur annoncer, elles ont peur de ce qui va se passer après. Donc, elles se disent, moi, je préfère vivre 10 ans tranquille et ce qui viendra, viendra, plutôt que de se dire, potentiellement, je peux vivre 25 ans, Ouais. mais je vais devoir passer par une période difficile où je vais me restreindre, où je vais devoir faire plus attention à certains trucs, je vais prendre des médicaments, etc., etc. Ben, il faut avoir une certaine conscience quand même et se dire que, au contraire, parce que finalement, si on s'y prend à l'avance, ben, ça ne peut être que bénéfique, au contraire. Et finalement, c'est pas toujours aussi contraignant que ça. Et c'est un petit laps de temps. Donc, la plupart des pathologies, si on veut parler de pathologies cancéreuses, alhamdoulilah, elles sont assez bien contrôlées. Surtout quand elles sont dépistées à un moment avancé, mais plutôt un avant précoce. Ah ouais, ouais. Quand c'est quelque chose d'avancé, ben, forcément, ça va être très contraignant pour tout le monde et le résultat n'est pas toujours garanti. Donc, au contraire, le mindset, il faut vraiment être dans, Ouais, il faut le changer. voilà, il faut un peu d'éducation dans ce sens, de sensibilisation et savoir que ça ne peut être que bénéfique. Et voilà. Et aujourd'hui au Maroc, c'est quoi les réels obstacles pour sensibiliser les gens? C'est quoi les obstacles du terrain concret qui empêchent d'appliquer ce genre de recommandations? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gériatres? Ben, je pense pour les gériatres, ben, parce que c'est quelque chose qui n'était pas, il n'y avait pas réellement un besoin initialement, peut-être, je suppose, je sais pas pourquoi il n'y en avait pas beaucoup. Mais en tout cas, par rapport au reste, tout ce qui est justement la question par rapport à tout ce qui est éducation, sensibilisation, moi je trouve qu'il y a beaucoup de campagnes au Maroc qui se font par rapport à la sensibilisation. Je trouve que les gens semblent de plus en plus, voilà, conscients de ce qui se passe, de leur état de santé. Je reçois j'ai beaucoup plus de patients qui sont dans cette vision préventive. Et après, le vrai obstacle, c'est la partie remboursement. Parfois, c'est les questions de moyens aussi qui dérangent. Donc, en termes de moyens, donc il n'y a pas tout le monde qui sait que, voilà, il n'y a pas forcément tout le monde qui a les moyens de partir faire des bilans qui sont très coûteux, parfois très coûteux. Il n'y a pas tout le monde qui a la couverture sociale, mais de plus en plus, les gens sont couverts. Ouais, l'amour. L'amour, C'est oui, excellent, l'amour, ça l'amour. couvre beaucoup de choses et les gens ne sont pas encore très conscients comme quoi ça peut couvrir beaucoup de frais. Donc, Ça couvre hyper bien l'oncologie.
Ouais. qui est quand même une cause, c'est une mort sur 4, elle est due. Oui, et toutes les maladies chroniques aussi, donc tout ce qui est bien le Et diabète, l'imagerie aussi. l'imagerie, les bilans biologiques, Ah, ben, ça franchement, couvre presque tout. c'est excellent. Après, pour les gens qui sont dans des entreprises, même s'ils ont une assurance privée, ben forcément, ça couvre beaucoup plus. Donc, c'est quelque chose de combiné. Donc, la décision leur appartient, en fait. Ouais. Et il faut juste avoir plus de conscience. C'est clair. Tout Plus de simplement. conscience. C'est ça, c'est ça. Et ça va venir, donc ça vient. petit On à est là petit. pour ça. Ouais, bah oui, c'est le but. Il y a une section qu'on adore sur Sans ordonnance, c'est mythe ou réalité. En gros, je vais donner des affirmations, fausses ou vraies, et tu vas me dire si c'est faux, si c'est vrai, tu développes s'il Ouais. faut développer. Bah Ok. oui, vas-y. Donc, vivre longtemps, c'est forcément perdre en autonomie à un moment ou à un autre. C'est clairement faux, hein. Les gènes déterminent tout, on ne peut pas agir sur son espérance de vie en bonne santé. C'est faux. Mais parfois, dans certains cas qui sont assez rares, les gènes, oui, ils peuvent justement être à l'origine de maladies un peu problématiques. Mais c'est pas toujours le cas, c'est très rare. Et donc, pour La grande répondre, majorité, la non. grande majorité, c'est non. Donc voilà, pour répondre, c'est non. Le biohacking et les suppléments peuvent vraiment nous faire rajeunir. Oui, Être végétarien rallonge la vie. non. Est-ce que je dois répondre que oui ou non, ou plutôt je dois Ah, ce que développer tu veux. Bon, Le stress n'a pas d'impact réel sur la santé. c'est clairement que ça a un impact Ça a un impact incroyable. énorme. L'impact principal, c'est le stress, hein. Au Japon, dans les blue zones, ils stressent pas, j'imagine. Pas forcément, mais en tout cas, ils ont, pour contrer ça, ils ont de bonnes habitudes. Justement, le fait d'être en société, d'être à une activité sociale, c'est important. Et aussi, j'ai pas parlé d'aliments antioxydants, qui peuvent aider aussi, justement. Comme quoi? Des aliments antioxydants, c'est tout ce qui contient de la vitamine C, donc c'est déjà ça. Et voilà, tout ce qui est... Il y a beaucoup de fruits, de légumes Ouais, bien sûr. qui peuvent aider dans ce sens. Alors, le sauna booste la longévité. Il y a des études qui montrent que le sauna améliore l'état de santé. Dans les pays nordiques. Oui, tout à fait. Ouais, Ça j'ai vu. permet de purifier le corps. Après, j'ai pas De recul sur les études, je sais pas, il y a combien pas de d'informations très personnes. claires pour Ouais. avancer par rapport à ça. Se doucher à l'eau froide régulièrement permet de vivre plus longtemps. C'est possible si on le prend du point de vue santé cardiovasculaire. Les douches froides améliorent l'état cardiovasculaire parce que justement ça permet une contraction des vaisseaux et ça permet d'éviter justement une sorte d'entraînement des vaisseaux pour qu'ils restent plus ou moins actifs. Au début, moi, quand je lisais les études et tout, c'était intéressant parce que je me disais, ouais, les douches froides, c'est super, vasoconstriction, C'est ça. c'est super. Mais après, j'ai lu des études sur des personnes qui prenaient des douches froides vers 18h, 19h quand ils rentraient du travail. Et ça a montré que ça augmentait un peu la cortisolémie. Ben, ça dépend du moment. Par exemple, si on a de la cortisolémie qui monte le soir, c'est pas très bénéfique pour l'état du sommeil. Mais si c'est fait le matin, c'est intéressant. Ah, le principe, ouais, c'est que ça monte le matin et ça descend, décroît tout au long de la Tout à journée. fait, tout à fait. Ok, bah c'est excellent. Et si tu devais maintenant donner un seul conseil à toutes les personnes qui nous regardent, ça serait quoi? Un conseil, ça serait vraiment de mettre en place des habitudes durables. Ça, c'est un conseil que je donne à tous mes patients, à toutes les personnes qui me demandent conseil, c'est vraiment mettre en place des habitudes durables, que ça soit au niveau activité physique. Donc, il faut vraiment avoir des objectifs réalisables, ne pas partir sur des choses qu'on ne pourra pas réaliser sur le long terme. Et tout ce qui est régime, ne pas partir dans des régimes un peu farfelus, des choses un peu en recherche, etc. Très restrictif. Il faut partir s'orienter être orienté par des professionnels de santé qui vont justement bien vous cadrer. Tout ce qui est complément et supplément, il faut aussi faire des bilans. Si on veut partir dans des compléments, on va dire un peu plus poussés, mais tout ce qui est magnésium, etc., des choses de base, c'est pas un souci. Et toujours pour revenir, donc c'est avoir une vie active, mettre en place des habitudes durables. Et ça, je pense que si on maîtrise ça, on va avoir je pense qu'on peut assurer une longévité en bonne santé. Docteur Qassemi, merci beaucoup pour ton temps Merci, et pour la merci clarté à de vous. tes explications. Franchement, c'était un plaisir. Plaisir partagé et merci de m'avoir donné cette occasion. Ah, franchement, c'était top. Et merci à vous qui nous écoutez. Si ce podcast vous a été utile, partagez-le et n'hésitez pas à laisser toutes vos questions en commentaire. On va y répondre dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement dans un autre épisode de Sans ordonnance.